c'est donc un organe grisâtre avec des circonvolutions qui paraît assez homogène quand on le voit de dos, mais qui, sur sa base ventrale, montre toute la complexité qui existe entre ce cerveau et le reste de notre corps. C'est mettre cerveau sur son homme perché. Voilà. Alors ce cerveau, c'est un organe, donc, au même titre que le muscle, l'intestin ou le poumon. Hein, c'est un des organes de notre corps. C'est un organe évidemment un petit peu particulier, puisque c'est en quelque sorte le centre de commande de tout notre organisme, et c'est également le centre qui établit des relations avec le monde extérieur, et en particulier le monde social, pas simplement le monde physique. Donc c'est un organe très spécialisé, et la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'il puisse avoir ces fonctions, par exemple la création artistique, dont on vous parlera, mais aussi des fonctions plus simples, comme celle, par exemple, de voir cet écran, de m'entendre, qui font partie de ces fonctions de notre système nerveux central. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier, et je comprends que vous soyez venus pour essayer de débattre avec moi des propriétés de cet organe. Alors, comme tout organe du corps, il est constitué de cellules. Vous savez ce que c'est qu'une cellule, avec une membrane, un cytoplasme et un noyau. Voilà, c'est, si vous voulez, la structure la plus élémentaire de tout être vivant. Il y a des organismes qui sont unicellulaires. Ben, le cerveau, il est multicellulaire. Alors, il est constitué donc de cellules qui s'appellent des neurones. Et je vais vous en montrer dans une minute. Et ces neurones, donc, possèdent une membrane, un cytoplasme, noyau. Et ces cellules sont d'abord présentes en très grand nombre. Alors, évidemment, donc, un très très grand nombre de cellules. Qui va jusqu'à la centaine, là j'ai mis 10-30 milliards. Enfin, vous pouvez comparer au budget de la France, c'est quand même pas très élevé par rapport au budget en euros, mais disons que c'est un chiffre qui est très respectable pour un organe de cette taille. Mais ce qui est de loin le plus important dans la cellule nerveuse, c'est que la cellule nerveuse n'est pas simplement en contact avec 3-4 autres cellules, comme une cellule de notre foie. Vous voyez, les cellules se trouvent imbriquées, vous avez ce mur de briques, là, comme ça. Hein, quand vous regardez une coupe de tissu hépatique, tissu du foie, vous voyez des cellules qui sont juste simplement rapprochées les unes des autres, en contact les unes des autres, mais un petit nombre de cellules. Or, ce qui caractérise la cellule nerveuse, donc le neurone, c'est que cette cellule est capable de faire un très grand nombre de contacts, d'établir des lignes de communication avec des milliers d'autres cellules nerveuses. Et aussi avec les cellules musculaires, les cellules glandulaires et tout ce qui fait notre organisme. Et vous avez ici une image à gauche d'une cellule nerveuse que vous voyez là, de notre cortex cérébral. Et vous voyez tout de suite ces arborisations, et vous voyez aussi le fait qu'il y en a plusieurs catégories, qu'on appelle des dendrites et axones, qui permettent justement d'établir cet immense réseau de connexions. Et c'est là où on arrive à un niveau de complexité d'organisation tout à fait extraordinaire, puisque j'ai parlé de centaines de milliards de neurones, et vous avez quand même 10 000 contacts par neurone, ça nous amène aux millions de milliards de connexions dans notre cerveau. Alors si vous essayez de combiner tous ces neurones entre eux, le nombre de combinaisons possibles, pour ceux qui sont un petit peu mathématiciens, ils peuvent essayer de faire le calcul, est de l'ordre de grandeur du nombre de particules chargées positivement dans l'univers tout entier. C'est des chiffres astronomiques. Donc là, vous allez comprendre que
on a affaire à un organe qui est extrêmement particulier. C'est longtemps posé la question de savoir si ce réseau, parce que c'est vraiment ce qui caractérise hein, la cellule nerveuse, si ce réseau était un réseau continu ou si c'est un réseau discontinu. Alors un réseau continu, c'est-à-dire que ces cellules nerveuses vont se fusionner les unes aux autres tout le long. Voilà. Et évidemment, c'est une idée qui était courante à la fin du XIXe siècle, parce que certains pensaient, si vous fait sourire maintenant, que l'esprit qui est là, hein, qui vagabonde, il passerait plus facilement d'une cellule à l'autre si les cellules étaient en continuité les unes avec les autres. Ben, malheureusement, pour ceux qui pensent ça, ce n'est pas le cas. Les cellules nerveuses sont juxtaposées les unes aux autres. Il y a discontinuité d'une cellule à l'autre. Et vous en avez la preuve ici, quand on regarde à l'échelle du millionième de mètre, là c'est le dixième de millimètre, vous voyez qu'au niveau de ce contact, eh bien, il y a un espace entre une cellule nerveuse et la suivante. Donc on a affaire à un réseau discontinu. Il faut bien méditer ce que cela veut dire. Réseau discontinu. Parce que dans notre cerveau circulent des influx nerveux, des impulsions. Peut-être que quelques-uns d'entre vous sont allés, lors de la consultation hospitalière, avoir ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. C'est-à-dire qu'on vous a mis des électrodes, ça n'est pas du tout invasif, hein, ça, vous pouvez y aller. On vous met des électrodes à la surface buccale, on enregistre ce qui se passe et on a ce qu'on appelle un électroencéphalogramme qui vous donne une idée de l'état d'activité électrique qui circule dans votre cerveau. Donc notre cerveau produit des signaux, c'est pas simplement un réseau, il y a des signaux qui circulent dans le réseau, hein, évidemment. Alors voilà le type de signal, c'est des impulsions de tout ou rien qui durent de l'ordre de la milliseconde, le millième de seconde, et qui se propagent à une vitesse qui est inférieure à la vitesse du son. Alors ça aussi c'est un paradoxe qu'il faut méditer. Je me rappellerai toujours la discussion que j'ai eue avec Alain Coll, il y a bien des années, sur cette question. Et Alain, qui est un mathématicien extrêmement connu, dit mais je ne comprends pas, pourquoi le cerveau n'utilise pas des ondes électromagnétiques comme notre ordinateur, à la vitesse de la lumière. Il n'arrivait pas à comprendre ça. Je lui dis mais non, ce n'est pas ça. Notre cerveau fonctionne relativement lentement. Pourquoi ça? Parce qu'il en a hérité de tous nos ancêtres qui ont précédé notre existence sur Terre et qui ont généré des molécules qui permettent cette propagation qu'on appelle des canaux ioniques et que l'on retrouve dans toutes les cellules nerveuses. Donc nous avons affaire à un système qui est connecté par des contacts synaptiques qui sont discontinus. Nous avons des influx nerveux qui circulent dans les nerfs. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du contact, ici, entre deux cellules nerveuses? Qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, c'est là où la chimie va intervenir. Et la chimie va prendre le relais de l'électricité. Il va y avoir une libération d'une substance chimique qui est présente dans la partie antérieure de la synapse, qui va être libérée dans la synapse lorsque l'influx nerveux arrive au niveau de cette terminaison, et qui va agir sur l'autre partie de la synapse, ici, sur la membrane postsynaptique, au niveau de molécules que l'on appelle des récepteurs. Donc, nous voilà dans une situation extrêmement intéressante où nous avons une machine dans notre tête qui est une machine électrochimique.
Et cette chimie n'est pas anodine. Parce que ces neurotransmetteurs, il y en a peut-être une quarantaine, une cinquantaine, peut-être un peu plus. Vous avez entendu parler de l'acétylcholine, vous avez entendu de la noradrénaline, de la sérotonine, de la dopamine. Ce sont des noms qui courent dans la littérature même la plus populaire. Donc ce sont des substances bien définies qui se trouvent concentrées dans les neurones bien définis également. Et pour avoir une preuve très simple de l'existence et de l'importance de ces neuromédiateurs et de leurs récepteurs, un exemple, vous dormez mal? Alors le médecin va vous dire, prenez un somnifère. Alors qu'est-ce que ça veut dire un somnifère? Ça veut dire une substance qui va agir sur le récepteur qui contrôle les rythmes du sommeil. Bon. Vous êtes angoissé, oh là là, je me sens mal aujourd'hui, docteur, je ne sais pas, mon travail ne va pas, ma femme me bat, etc. Qu'est-ce que vous suggérez? Prenez, non pas changer de femme, prenez un tranquillisant. Justement pas, prenez un tranquillisant, ça marchera beaucoup mieux. Donc ça agit sur des récepteurs qui justement interviennent dans ces systèmes concernés par l'inquiétude et l'angoisse. Donc vous voyez l'importance. Je conclurai sur un dernier exemple, sur ce rôle des neurotransmetteurs et de leurs récepteurs. Si vous allez vous faire opérer, je vais y aller d'ailleurs dans quelques jours. Par exemple, on vous opère une prothèse du genou. On va vous scier le genou, là, et le remplacer par une prothèse en métal. Bon, c'est ce qui se faisait avec les armées napoléoniennes, je vous signale. À l'époque, on ne connaissait pas l'anesthésie générale. C'est une découverte récente. On n'apprécie pas l'importance des progrès de la médecine et la qualité de vie qui a été apportée par la science. On est toujours là en train de la critiquer, la science fait ci, on pense à ça, il y a le génie génétique qui tue les gens, il y a la chimie qui... etc., etc. Et là, vous avez un exemple absolument extraordinaire d'une chimie du cerveau qui va intervenir dans une perte de conscience. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusque-là dans ma présentation, mais il y a une chimie de la conscience. Comment? C'est les anesthésiques généraux agissent sur des récepteurs, pas exactement celui-là, mais enfin sur un autre, catégorie de récepteurs, qui vont entraîner une perte de conscience. Donc vous voyez que vraiment, notre cerveau est une machine chimique. Et notre ami philosophe Bachelard parlait, en ce qui concerne du cerveau, comme pour la chimie, d'un matérialisme instruit, c'est-à-dire une conception, je dirais, de notre cerveau comme, encore une fois, cette machine que j'ai essayé de définir avec vous, et qui est faite de chimie et de physique. Voilà. Alors vous allez être déçus, évidemment, parce que vous disiez « Ah, c'est beaucoup plus beau que ça ». Non. Tout ça, c'est de la chimie. Et alors quand on dit c'est de la chimie, les gens n'aiment pas ça. Comment arriver à comprendre que ce tas de molécules, en quelque sorte, ce sac de produits chimiques que nous avons dans notre tête, va arriver à engendrer la pensée et la création artistique. Je pense qu'il faut réfléchir qu'effectivement, notre cerveau est fait de cellules, est fait de neurones. Il y a aussi des cellules gliales en plus. Mais il faut dire aussi que ce cerveau est organisé. On ne part pas de rien. Nous avons des ancêtres. Et ces ancêtres avaient, eux aussi, un système nerveux, mais évidemment un peu moins compliqué que le nôtre, un peu moins complexe. Et il y a eu une évolution depuis même les éponges, les méduses, les insectes, les vers, etc. Et la lignée des vertébrés qui passent par les poissons, les oiseaux, et puis les mammifères, et cette lignée qui va conduire à l'homme parmi d'autres lignées, puisque une évolution buissonnante. Et vous avez ici une représentation très simplifiée
du cerveau de nos ancêtres, ou plutôt des empreintes des vaisseaux sur le crâne du Homo habilis. Ça vous donne une idée un petit peu de la complexité d'organisation du cerveau. Le cerveau est un organe mou, il ne laisse pas d'empreintes. Et les vaisseaux, par contre, en laissent une. Et vous voyez qu'ici, nous nous situons à peu près il y a 3 millions d'années. Homo erectus, c'est il y a 500 000 ans. Et puis voilà, Homo sapiens, il y a 100 000 ans. Donc c'est une évolution qui s'est produite, évidemment, aux origines de la vie, c'est-à-dire il y a peut-être 2-3 milliards d'années, progressivement. Il y a 1 milliard d'années, les êtres vivants organisés qui vont conduire progressivement aux invertébrés puis aux vertébrés. Et tout ça va évoluer. Et cette évolution va constituer une sorte de mémoire qui va être conservée dans les gènes de notre organisme. Et cette mémoire génétique, évidemment, importante. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, et au fil de l'évolution, nous ne réinventons pas tout. Il va y avoir quelques changements, et ces quelques changements vont s'ajouter les uns aux autres, etc., au cours de l'évolution. Mais certaines choses vont rester. Bon, Alain Kohn se préoccupait des canaux ioniques. On les trouve déjà chez les bactéries. Et récemment, dans mon laboratoire, et aussi dans d'autres laboratoires, on a découvert une chose très remarquable, c'est que les récepteurs, comme je vous en montrais, de l'acétylcholine, eh bien, ils se trouvent déjà chez les bactéries. Et avec une structure très, très semblable. Vraiment très semblable. Donc ça veut dire que nous avons dans notre cerveau des molécules qui ont peut-être 2 milliards d'années et qui sont restées dans le cerveau. Donc vous voyez que pour comprendre la complexité d'organisation de notre cerveau et comment ces neurones vont s'organiser pour faire quelque chose qui produit la pensée, il a fallu des milliards d'années pour construire cet organisme, et vous avez ici cette évolution au niveau évidemment du génome. Puis alors il y a une autre évolution, une fois que l'animal va se reproduire, évidemment il va y avoir la fécondation de l'œuf par spermatozoïde, le développement du premier embryon, et voilà cet embryon qui se développe, son cerveau qui va se développer, et évidemment progressivement il va y avoir ces milliards de connexions, ces millions de milliards de connexions qui vont s'établir les unes avec les autres au cours du développement embryonnaire et postnatal. Alors on ne construit pas un cerveau comme on construit un ordinateur. Un ordinateur, on a des circuits imprimés, on les connecte là. Ça, c'est pas du tout le cas. J'y reviendrai, le cerveau se construit progressivement. Et c'est une sorte d'évolution, parce qu'il se construit progressivement en relation avec le monde extérieur. Et donc, cet organe très complexe, qui est d'ailleurs variable d'un individu à l'autre, bien que caractéristique de notre espèce Homo sapiens, un cerveau d'homme ne se confond pas avec un cerveau de singe, eh bien, ce cerveau va se construire progressivement, et c'est ça, quand même, qui contribue à la singularité de notre cerveau d'être humain. Et alors, cette évolution n'est pas terminée. Hein, continuez à vous enrichir en venant à l'espace Pablo Neruda. Donc, on peut espérer que l'évolution continue, mais au niveau des efficacités de vos synapses, vous voyez, de ces contacts que vous avez vus tout à l'heure, qui peuvent changer et apprendre en quelque sorte. Et puis aussi, il y a un autre aspect qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la culture. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, c'est justement toutes ces choses qui ont été acquises progressivement par les sociétés humaines. Il y a un aspect social qui est évidemment extrêmement important. Alors certains témoignages de cette culture vont être conservés au fil des siècles, voire des millénaires, en ce sens que ces objets vont être, par exemple, plus résistants que notre cerveau. Hein, les menhirs, les peintures de Lascaux, on peut aller les voir. On ne connaît pas les hommes qui les ont
qui les ont peintes ou qui ont construit ces menhirs, mais on conserve les témoignages, comme la langue que nous apprenons, les systèmes de croyance, que sais-je. Donc tout ça, ça constitue un ensemble qu'on appelle la culture, qui est aussi en constante évolution, vous le savez. Et tout ça, ça passe par notre cerveau. Et par la flexibilité, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, même si c'est une machine chimique, c'est pas une machine chimique qui est rigide comme un ordinateur, hein, pas ça du tout. C'est une machine chimique qui possède beaucoup de flexibilité et qui peut évoluer en permanence chez l'individu et d'un individu à l'autre. Donc, nous voilà avec une espèce de darwinisme généralisé qui se produit à chacun de ces niveaux, au niveau génétique, au niveau des réseaux et au niveau évidemment des groupes culturels, que sais-je encore. Enfin, ça, c'est une hypothèse, mais ce qui est certain, c'est que tout ça, ça passe dans notre cerveau et que notre cerveau lui-même est en constante évolution. Donc, c'est une machine chimique en évolution permanente.